et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue sur Projet Libre, et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je reçois Agnès Crépet. Dans l'épisode numéro 4, Florent Quéré, qui est un des fondateurs de la coopérative Common, m'encourageait fortement à contacter Agnès car il m'avait dit qu'elle aurait des choses passionnantes à me dire. Elle a bien voulu accepter de parler dans Projet Libre. Agnès travaille chez Fairphone, elle est la responsable de l'informatique et de la longévité logicielle. Et avec elle, on va parler donc de ce que ça veut dire que de maintenir un système d'exploitation et des applications sur la durée, et aussi avec les relations avec les autres acteurs de l'écosystème. Et si vous voulez connaître plus en détail son parcours, alors je vais vous mettre en description le lien vers l'excellent épisode du podcast de l'Après Libre à vous, numéro 180, dans lequel Agnès décrit très bien tout son parcours. Agnès, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu m'as dit que tu avais chaud. Exactement, dans mon espace de coworking, il fait extrêmement chaud, mais écoute, ça va pas nous empêcher de parler. Eh bien, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer assez rapidement ton parcours et ce qui a fait que tu en es arrivé à travailler chez Fairphone? Oui, bien sûr. Donc, mon parcours rapide, comme tu l'as dit dans le Libre à vous, je vais un peu dans les détails de mon parcours, donc je vais pas te le refaire maintenant, mais j'ai principalement, en fait, bossé en France quand même, jusqu'à mes 40 balais. J'ai fait des études assez classiques en informatique, voilà. En commençant par faire des boulots assez corporate, et puis petit à petit en m'éloignant un peu des formules corporate, donc en lançant ma propre boîte avec des potes qui s'appelle Ninja Squad et tout. Mais bon, en restant, on va dire, dans l'écosystème français. Et en 2018, j'ai rejoint Fairphone, donc, qui est aux Pays-Bas, donc qui m'a donné la possibilité de voir ce que c'était de l'intérieur de bosser pour une boîte qui fait un produit numérique éthique, on va dire. On va en parler intensivement aujourd'hui, je suppose. Et puis qui m'a donné aussi la possibilité d'avoir une expérience avec des cultures très différentes. Sortir un peu de mon écosystème franco-français, donc ça c'était aussi chouette. Et donc je bosse toujours pour cette boîte, 5 ans après, en full remote. Enfin, almost full remote, c'est-à-dire que j'y vais quand même une petite semaine par mois pour boire des cafés avec mes collègues, juste pour garder un lien. Je trouve que parfois le full remote, c'est un peu challenge. Donc voilà, mon parcours brièvement. Et à côté de mes jobs, depuis le début, donc une vingtaine d'années, depuis que j'ai commencé à bosser, et même avant, j'ai toujours fait partie de collectifs militants, politiques, autour d'une certaine forme de numérique, plus inclusif, plus libre, plus diversifié. Donc je fais partie de l'équipe fondatrice de Mixit, qui est une conférence à Lyon, qui œuvre pour plus de diversité et d'éthique dans la tech. Je fais partie du collectif Duchesse France, qui est un collectif qui travaille pour plus de visibilité des femmes tech dans la tech. Et j'ai aussi cofondé sur Saint-Étienne, la ville où j'habite, là, un web média, on va dire, qui s'appelle le Numéro Zéro et qui fait partie de la vague des indie médias. J'en parle aussi dans le Libre à vous, donc je vais pas trop en parler aujourd'hui. Mais en gros, c'est toute la vague des médias alternatifs qui a apparu à la fin des années 90, début des années 2000, qui était une forme de militantisme pour trouver une alternative aux médias de masse. Voilà. Et tout se passait en ligne. Donc c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire des études dans l'informatique. Donc voilà un petit peu mes actions militantes en dehors de mon job. Mais c'est vrai que depuis que je bosse chez Fairphone, on va dire que j'ai un peu aligné les planètes sur ce truc-là. J'ai pas l'impression de bosser pour le Evil. Moi, la première fois que j'ai découvert Fairphone, c'était une conférence au FOSDEM en 2016 déjà. Donc toi, comment t'es arrivé chez Fairphone? Je suis arrivée comme une personne qui est absolument pas connue de Fairphone, donc j'ai postulé à une annonce en ligne parce que j'avais l'impression que j'avais un profil qui correspondait au poste. C'est pas un recruteur qui m'a contacté en disant « Oh, on a un super poste pour vous ». Déjà d'une, parce qu'on n'a pas la thune chez Fairphone d'avoir des recruteurs. En tout cas, on le fait très rarement, ponctuellement. Et aussi parce que c'est pas forcément dans notre philosophie. On a envie aussi que n'importe qui puisse postuler. Donc je suis arrivée juste parce que j'avais envie d'avoir une expérience quand même en dehors de la France, ça c'est sûr. Et puis ça faisait longtemps que j'avais envie de bosser pour une boîte produit, numérique éthique, numérique responsable. Donc voilà, il y en a pas tant que ça finalement en Europe. Donc je les suivais depuis longtemps, depuis la campagne de sensibilisation qu'il et elle avaient fait autour des minerais dits de conflit en 2010, 2011. Donc j'avais suivi ce projet.
J'avais vu le Fairphone 1, le Fairphone 2 sortir et donc je suis arrivée 5 ans après le début de l'histoire, après le début de la boîte, parce que la boîte s'est montée en 2013, je suis arrivée en 2018. On vient de fêter nos 10 ans, donc tu vois, je suis arrivée sur la deuxième moitié de vie de Fairphone, ce qui est sûrement pas la plus compliquée, on va dire. Je dis pas que c'est simple de bosser aujourd'hui chez Fairphone parce que c'est pas rien n'est acquis. C'est toujours très compliqué. Chaque mois, tu as des nouveaux problèmes qui arrivent, il faut les résoudre, et puis on n'a pas une assise financière qui nous permet de prendre des risques, même si on en prend beaucoup. Mais c'est rien en comparaison aux personnes qui ont fait les 5 premières années, je pense, toute humilité, parce que ces personnes-là, elles étaient sur un projet qui était naissant ou sur les premiers produits qui étaient compliqués. Fairphone 1, Fairphone 2, c'est des produits dont la qualité n'était pas exceptionnelle, parce qu'on apprenait. Donc du coup, beaucoup de stress, je pense, pour cette équipe de personnes sur les 5 premières années. Que j'ai pas vraiment connu. J'en ai vu quand même quelques aspects quand je suis arrivée en 2018 sur les premières, en 1 ou 2 premières années. Et ça s'est un peu stabilisé quand on a sorti le Fairphone 3, qui est quand même un produit de bien meilleure qualité, qui montre que, au bout d'un moment, on a su faire quand même des téléphones très corrects. Je suis un peu dure avec nous-mêmes, mais on se le cache pas vraiment. Et puis, c'est important de pas le cacher aussi. De là où on en est, de là où on a commencé, quoi. Fairphone est un succès aussi par les utilisateurs qui ont supporté, en fait, ce projet dingue de faire un téléphone éthique en ayant des problèmes techniques sur les premiers opus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui utilisaient le Fairphone 2 en ayant des gros soucis, mais qui étaient contents de l'utiliser parce qu'ils participaient à un projet différent. Donc ça, c'est un truc à souligner, l'importance de la communauté sur ce genre de projet. Toi, tu avais déjà travaillé avec du matériel ou c'était quelque chose de nouveau pour toi ? Non, c'était complètement nouveau et je connaissais rien d'Android quand je suis arrivée. Donc, si tu veux, j'avais quand même des marches à monter. J'étais développeuse back-end, je faisais du back-end, quoi. Donc, je venais un peu de loin. Après, j'avais fait un peu quand même de management de projet, des choses comme ça, d'équipe, quoi, plus que de projet d'ailleurs. Ouais, j'étais quand même sur une stack technique très différente. J'avais fait quand même un peu de Linux au tout début de ma carrière, du développement C. Donc ça m'a aidé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même, on fait ça, une partie de mon équipe fait ça. Mais c'est vrai que c'était quand même un beau challenge quand je suis arrivée. J'avais très peu de compétences en électronique, donc tout ce qui est processeur Qualcomm, etc. Il a fallu que j'apprenne beaucoup de trucs. Ça va mieux aujourd'hui, mais je t'avoue que les premiers mois ont été bien remplis. Si je reviens sur Fairphone, l'entreprise en général, est-ce que tu peux juste nous décrire quel est l'objectif que vous cherchez à atteindre ? La mission de l'entreprise, c'est de changer l'industrie électronique pour la rendre plus responsable, pour faire en sorte qu'on ne se cache plus la face sur les exactions commises dans la construction de téléphones, exactions sociales ou environnementales. Et pour faire en sorte de changer l'industrie pour qu'elle devienne meilleure en fait, et que les gens soient mieux payés dans la supply chain et que le téléphone dure plus longtemps pour éviter trop de déchets électroniques. Je fais court, mais c'est quand même le principal axe de Fairphone et en ce sens, c'est vrai que ça reste un projet assez unique parce que nos KPI, par exemple, les indicateurs de performance ne sont pas uniquement basés que sur la rentabilité financière, mais aussi sur toutes les zones d'impact que j'ai un peu citées. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui bénéficient de nos programmes sociaux en termes de salaire ? Est-ce qu'il y a des fair materials qui sont inclus dans notre téléphone ? Est-ce qu'on recycle comme on prétend le faire ? Voilà. On a plein d'indicateurs de performance qui existent et qui permettent de suivre la réussite, critères de réussite qu'on se fixe, quoi. Et ces critères de réussite ne sont pas évidemment que financiers. Mais la finance est aussi important parce qu'on n'est pas une NGO, on est une boîte, même si on est une entreprise sociale, c'est un statut un peu similaire au SCOP en France. Aux Pays-Bas, ça s'appelle Social Enterprise, mais c'est similaire au SCOP on est aux Pays-Bas, donc c'est des capitalistes, c'est libéraux absolus, donc c'est quand même moins classe que des SCOP, je dirais. Mais quand même, ça ressemble un peu, avec notamment le fait de ne pas inclure uniquement une rentabilité financière de la boîte. C'est quand même important qu'on vise la rentabilité financière parce que si on prétend influencer l'industrie électronique, il faut qu'on montre que ce projet il est viable en fait. Il faut qu'on montre à Samsung et à d'autres que si vous faites des téléphones en payant des living wage, donc des revenus convenables, décents aux personnes qui assemblent le téléphone, c'est possible. Vous allez y arriver, vous n'allez pas mettre votre boîte à risque. Donc tout ça, c'est important aussi pour nous. Si je prends maintenant ton équipe, combien de personnes vous êtes ? Quelle est l'étendue en fait de vos différentes missions ? Mon équipe, tu parles juste de mon équipe. Ouais, ton équipe, ouais. Alors j'ai une quinzaine d'ingés, de personnes dans mon équipe. J'en ai 2/3 sur le non exotique, on va dire l'IT pur, Dev, Backend, Kotlin, Spring, ou des choses beaucoup encore moins exotiques comme implémenter un ERP. Quand je suis arrivée dans la boîte, si tu veux, il n'y avait pas toute la stack IT que tu trouves dans des boîtes classiques. Donc il y avait un logiciel de finance, un helpdesk,
rien pour gérer les stocks et tout ça. Donc, il a fallu qu'on mette en place des solutions qui m'excitent pas tant que ça, mais qu'il faut faire pour scaler, quoi. ERP et compagnie. On a changé de webshop, tu vois, la semaine dernière. Enfin, voilà, on assène la stack technique IT. J'ai des développeurs aussi, développeuses qui travaillent sur tout ce qui est collecte de data très spécifique pour faire de l'analytique sur les KPI qu'on prétend suivre, quoi. Donc, typiquement, on avale toutes les datas qui viennent d'usines, qui viennent des repair centers pour faire de l'analytique sur c'est quoi qui break le plus, là où il faut qu'on s'améliore, ce qu'on appelle les field failure rates, les taux d'échec dans le field, dans le champ. Donc, quand ton téléphone il est shippé, c'est un hardware, donc c'est compliqué. Tu peux pas faire une mise à jour facilement. Enfin, une mise à jour software va pas tout résoudre, notamment pas le hardware. Et donc, on suit dans le field toutes les erreurs hardware et software, grâce au fait que le téléphone peut revenir dans un centre de réparation. Donc tout ça, on le suit. Et tout ça, c'est des solutions techniques à mettre en place. J'ai des gens qui font ça chez moi. Et j'ai un tiers de l'équipe qui travaille vraiment sur tout ce qui est longévité logicielle du téléphone. Donc comment lutter contre l'obsolescence des téléphones Android. Donc là, c'est vraiment des gens plutôt embedded development. J'ai une personne à temps plein sur le noyau Linux, voilà, des choses comme ça qui nécessitent des compétences qui sont assez particulières, un peu niches. Parce que si je te parle du noyau Linux, par exemple, aujourd'hui, il y a personne qui fait beaucoup d'upgrades de noyau Linux sur une stack Android de téléphone. L'industrie est faite dans la stack Android. En gros, tu ships ton téléphone avec une version d'Android, tu fais, allez, au pire, une ou deux versions, un ou deux upgrades, et c'est tout, tu n'as même pas besoin de toucher ton noyau. Mais si nous, on veut faire 5, 6, 7, 8 ans de support logiciel, il faut qu'à un moment donné, on mette à jour le noyau Linux ou qu'on trouve des solutions similaires. Tout ça, ça nécessite des compétences assez particulières de mainlining, d'upstream Linux, kernel, des choses comme ça. Et donc, j'ai une personne à temps plein là-dessus dans ce petit tiers là dont je te parlais. Un tiers, c'est-à-dire 5 personnes, quoi. On n'est pas une équipe de 100 ingénieurs. Fairphone, c'est 150 personnes aujourd'hui. Et donc, je gère ces 10% là en charge de la stack tech software. Si je prends la partie Android, comment vous faites pour faire votre propre version d'Android pour Fairphone ? Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, schématiquement, les différentes étapes ? On essaye de rester au plus proche du vanilla Android, donc du stock Android, c'est-à-dire de l'Android normal délivré par Google. Mais évidemment que c'est pas possible. Enfin, disons que c'est pas possible. Forcément, entre ce que livre Google et ce que tu vas avoir sur ton téléphone, tu as des différences. Tu as des différences qui sont liées au hardware, en fait, les composants que toi, tu as choisis en tant que fabricant de téléphone. Et puis, tu as des différences qui concernent plutôt la stack haute, ce qui va, par exemple, toucher les apps ou des choses comme ça, au regard de ce que te demandent tes opérateurs réseau. Orange, Vodafone, Deutsche Telekom et compagnie. La customisation Fairphone, c'est des choses qui se voient pas forcément auprès de l'utilisateur final, sauf si l'opérateur veut délivrer des apps particulières. Mais si jamais tu squeezes cette exception sur les opérateurs, ce qu'on fait, c'est tout le temps au plus proche de ce qu'est Android, de ce qu'est la version d'Android qu'on implémente, quoi. Donc là, on parle de la OSP ? Ouais. Alors, on va dire dans Android, si jamais je reprends un peu la base, tu as plusieurs couches. Tu as le noyau Linux, donc Android tourne sur un noyau Linux. Tu as ce qu'on appelle l'hardware abstraction layer, donc c'est vraiment tout ce qui colle à ton hardware, j'y reviendrai. Tout ce qui est Android runtime, les librairies natives, graphiques, etc. Tu as l'Android framework et tu as les applications. Et dans toutes ces couches-là, tu as du closed source et de l'open source. Dans tout ce que je viens de dire, il y a une partie qui s'appelle AOSP, qui s'appelle Android Open Source Project, et qui touche grosso modo au cœur open source d'Android. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de closed source. Typiquement, toute la partie HAL, l'implémentation HAL, elle est pas open source. Donc c'est ça qui va te permettre. T'as l'interface qui est open source, mais l'implémentation l'est pas. C'est ça qui va te permettre d'adapter, de faire tourner ton Android sur des processeurs particuliers qui sont ceux que toi t'as choisis par rapport au design de ton téléphone. Et donc là, on parle de code propriétaire, on parle de ce qui va tourner sur les seconds processeurs, la partie modem, etc. Et typiquement, on parle potentiellement de code Qualcomm pour nous, puisqu'on a un processeur Qualcomm. Mais on peut parler aussi d'autres types de firmware, tout ce qui est caméra firmware,
fingerprint sensor. Enfin voilà, il y a plein de... Dans tes notes de podcast, je te mettrai un article qui a été écrit par des académiques récemment, là que j'aime bien, qui explique à quel point c'est compliqué de maintenir en fait un produit qui tourne sur un processeur, notamment quand c'est de la mobilité, parce que tu as plein de firmware que tu contrôles pas forcément en fait. Android est contrôlable parce que le cœur est open source, que tu appelles AESP, d'accord ? Mais il y a plein d'autres bouts de code qui sont très compliqués à maîtriser et qui sont à l'origine de certaines obsolescences. Typiquement, on vient de roll-out Android 13 sur Fairphone 3. Fairphone 3 est sorti en 2019 avec Android 9. Donc, toi, c'est cool, on a fait plein d'upgrades, cool. Et tu vois, un truc moins cool, c'est que le fingerprint sensor, on a eu un drop du support du fabricant, donc plus de firmware. Et là, typiquement, on est bloqué, quoi. On a délivré Android 13. On a la certif Android, Google, etc. Mais ce fingerprint sensor, a plus de mise à jour firmware. Donc, ça veut dire que tout ce qui est Android vérifie ça. Dans Android, tu as une spec qui dit ton sensor, s'il répond à ces requirements-là, il a un level de sécurité OK, un level de sécurité faible, un level de sécurité strong, etc. Et avant, on avait le level strong, quoi, et on a dû passer au level d'en dessous. Parce qu'on n'a pas pu faire la mise à jour firmware de ce... Je suis un peu longue, mais tu vas comprendre que ça répond à ta question. On a dû passer au niveau d'en dessous parce que justement, on n'avait pas la mise à jour du firmware de ce fingerprint sensor, là. Bon, on a quand même la certification Android, mais ça veut dire que concrètement, pour l'utilisatrice finale, elle va devoir en fait, typiquement, ne plus utiliser le fingerprint sensor pour faire cette transaction bancaire et utiliser un PIN, password ou ce que tu veux, quoi. Typiquement, le fait de potentiellement perdre le contrôle de certains firmware, même si tu fais du téléphone qui dure dans le temps, du software qui dure dans le temps, même si tu contrôles ta puce, je parlerai de longuement de la puce plus tard si tu veux, ton processeur, pardon, il y a des bouts de code qui sont compliqués à garder sous contrôle, quoi. Et typiquement, ce genre de truc, quoi. Donc, du software long terme sur du téléphone, ça veut dire potentiellement des compromis pour le end user, pour le consommateur ou la consommatrice finale. C'est pas facile forcément à expliquer commercialement ou en termes de marketing à un client qu'en fait, il gagne un support long terme, mais il perd des fonctionnalités qu'il avait au départ. Potentiellement, il peut perdre des fonctionnalités, exactement. Tu vois, on a un public quand même qui est conscient de ça. On vient du Fairphone 2. Tout à l'heure, je te disais, le Fairphone 2 qui était un téléphone de qualité moyenne, beaucoup d'issues hardware où les gens quand même nous ont soutenus. C'est vrai que sur le Fairphone 3, on a élargi un peu notre base d'utilisatrices, utilisateurs, et du coup, les gens étaient un peu plus exigeants. Ça, c'est devenu encore plus vrai sur le Fairphone 4. Bah ouais, c'est super chiant. Là, tu te connectes sur le forum de Fairphone, tu regardes l'upgrade d'Android 13 qu'on a fait la semaine dernière, t'en as plein qui gueulent sur ces sortes de fingerprint. On n'a pas été très bon sur la communication avant l'upgrade. Sur les release notes, etc., on s'est vautré sur un truc de quelques jours, on a publié le truc un peu en retard, tu vois, on n'est pas parfait. Mais oui, mais carrément, c'est compliqué. Après, évidemment, qu'on veut s'améliorer, et typiquement, moi, ce que je veux faire, c'est le fingerprint sensor de notre téléphone, le dernier sorti. Il faut absolument qu'on arrive à les convaincre de signer pour 8 ans, quoi. Même s'ils n'ont pas l'habitude, même s'ils savent pas faire, on s'en fout. Il faut qu'on garde le contact avec eux le plus longtemps possible, quoi. Toute l'explication que Fairphone a l'habitude de faire sur les fair materials, donc les métaux qu'on inclut dans notre supply chain qui sont conflict-free, qui respectent les conditions de travail, qui n'ont pas d'enfants, tout ça. On sait que c'est une longue journée et que sur 50 métaux, pour le moment, on n'en est qu'à 15. Quelque part, sur le corps, CORE, quoi, la stack technique de notre téléphone, on en est au même point. C'est-à-dire qu'on essaye, entre guillemets, de se frayer un chemin pour avoir quelque chose de plus éthique, de plus responsable pour faire de la longue durée, mais c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sur tous les aspects, quoi. Moi, je suis très contente de ce qu'on fait aujourd'hui avec Qualcomm, par exemple. Ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Voilà. Et j'espère vraiment qu'on va continuer à avoir un partnership fort pour que vraiment on puisse avoir le support du modem, le support de Qualcomm jusqu'à la fin. Mais sur d'autres aspects, c'est pas facile. Le fingerprint sensor, c'est un vrai échec sur le Fairphone 3, tu vois. Cette équipe qui est pas une très grosse équipe, finalement, de ce que je comprends, peut-être à demi-mot, une bonne partie de votre temps, vous le passez à travailler sur le matériel existant pour le faire durer le plus longtemps possible. Ça doit vous occuper une grosse partie du temps, finalement, non? Sur la partie vraiment Android, je parle. Sur la partie Android, les nouveaux produits, les produits récents sont gérés par ce qu'on appelle un ODM. Donc l'ODM, c'est ton usine en fait, c'est la boîte qui assemble les téléphones. Voilà, donc en gros, c'est ceux qui font et le hardware et le software.
ODM, ça veut dire Original Design Manufacturer, donc voilà, l'usine d'assemblage en Chine. Et donc l'ODM fait souvent le premier upgrade Android, et puis après nous on prend le relais in-house, quoi. On in-source les développements avec l'équipe dont je te parle, que je gère là. Et par définition, évidemment on est plus focalisé sur les produits qui sont déjà sortis, mais ça veut pas dire qu'on n'intervient pas sur les produits qui vont sortir. Là typiquement le fingerprint sensor, si jamais je rétrospecte un peu sur pourquoi on en est là aujourd'hui, bah c'est typiquement qu'à l'époque on n'a pas été nous dans mon équipe allez j'assume. Je take ownership sur l'erreur là. J'ai pas été peut-être sûrement assez vigilante à l'époque quand on a designé le Fairphone 3 pour sécuriser l'agrément avec le fabricant du fingerprint sensor là, pour faire en sorte qu'il s'engage bien avec nous sur 7 ou 8 ans. Tu vois, à l'époque, parce que en plus j'arrivais, enfin bon bref, le téléphone sorti en 2019, moi je suis arrivée fin 2018, enfin tu vois, du coup on a dû sûrement avoir un loupé là. Mais grosso modo, mon équipe est aussi incluse dans les premières étapes de conception des téléphones à venir pour justement garantir ce genre de truc. Toute l'architecture logicielle d'Android, là je t'ai fait les layers vite fait là, c'est vachement essentiel qu'on audite le code en fait, qu'il sorte de l'ODM pour éviter de faire en sorte que le code soit pourri, parce que c'est nous qui allons nous taper la maintenance derrière. Donc on fait des audits, on leur dit ça va pas, faut le faire comme ça. Tous les changements au niveau d'Android que Google pousse depuis quelques temps, qui sont plutôt pas mal, plutôt designés pour la longévité, Treble, GSI, tout ça on pourra en parler si tu veux. Et tous ces trucs-là, les usines en Chine, je vais pas faire de racisme, de discrimination, mais toutes ne sont pas prêtes. Nous on bosse pas avec les plus grosses usines. Donc, quand on leur parle des nouveautés d'Android pour assurer la longévité, donc QSI, Treble et compagnie, parfois elles connaissent, parfois non. Donc, il faut qu'on soit vigilant là-dessus pour faire en sorte que si dans 3 ans on doit faire un upgrade de kernel, on doit faire dans 1 an une nouvelle mise à jour Android nous-mêmes, ce soit possible et qu'on passe pas trop de temps à le faire, quoi. Qu'on optimise aussi le temps de dev qui sera nécessaire à faire ces futurs upgrades. Donc, on est de plus en plus impliqué, mon équipe, sur les futurs produits. Mais c'est vrai qu'une grosse partie de notre quotidien, c'est de faire durer des produits qui sont déjà sortis. On vient de finir le support du Fairphone 2 en mars dernier. Ça faisait 7 ans et 3 mois qu'on y bossait dessus, quoi. Donc, Fairphone 2, pour nous, encore l'année dernière, c'était le gros de notre quotidien, quoi. Un téléphone qui avait déjà, à l'époque, l'année dernière, 6 ans, tu vois. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, pour zéro retour sur investissement, puisque quelque part le téléphone il a déjà été vendu, il était même plus vendu, tu vois. Donc ça c'est des choses qui sont compliquées en fait à maîtriser au sein d'une boîte comme Fairphone qui est pas très grosse. C'est-à-dire que je pense qu'on avait c'est toujours compliqué d'estimer ce que va te coûter un support logiciel long terme. Justement, on parlait du Fairphone 2. Quels sont vos retours, aussi bien au niveau matériel que logiciel? Quelles sont les grandes choses que vous avez appris avec le Fairphone 2 et qui vous ont permis de faire le Fairphone 3 et après le Fairphone 4? Alors, sur le niveau hardware, on a beaucoup appris sur la modularité. Chez Fairphone, on fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. Donc, ce que va te coûter le téléphone d'un point de vue environnemental, sur toutes les étapes de vie du téléphone, sa production, son usage et sa fin de vie. Et en fait, sur le Fairphone 2, en comparaison au Fairphone 3 et au Fairphone 4, on était bien moins bon en fait sur le Fairphone 2, sur le surcoût environnemental lié à la modularité. C'est-à-dire qu'on a fait de la modularité sur le Fairphone 2, mais que quelque part, ce que ça a coûté sur notamment la production, il y a 80% du coût environnemental des téléphones qui sont liés à la production du téléphone. Et en fait, le fait de faire un design modulaire, ça peut te coûter plus cher en termes d'émissions de gaz à effet de serre et compagnie quand tu designs ce genre de téléphone. Et sur le Fairphone 4, si je dis pas de conneries, le surcoût de faire un design modulaire est de 1%. Sur le Fairphone 3, il était de 3%. Sur le Fairphone 2, il doit être de 12%, 12-13%. Mmh. Donc, on s'est amélioré là-dessus, puisqu'on voulait pas se tirer une balle dans le pied. On voulait pas dire, c'est cool, on fait un téléphone modulaire, mais regardez, ça coûte 12% plus cher en termes de coût environnemental. Parce que tu vois, le coût d'avoir des composants spéciaux, etc., un assemblage des composants spéciaux peut avoir effectivement un impact sur le footprint, CO2, tout ça. On s'est amélioré grandement là-dessus. C'était un gros point de focus qu'on avait. Sur la partie, un peu moins important, mais quand même, la manière d'assembler sur la modularité toujours, la manière d'assembler les composants. Tu te souviens du Fairphone 2, tu avais un clip écran là. On s'était dit, c'est trop cool, on va pas mettre de vis, on va faire un clip écran et du coup c'est trop bien, les gens vont trouver ça très accessible parce que dès que tu prends un tournevis, ça fait un peu tu perds des gens.
cool. Par contre, le fait de faire ces clips-là, ça, sur le temps, il y avait un peu de jeu qui se créait. Et du coup, ton écran avait tendance à se désolidariser du PCB, du reste du téléphone. Donc, ça, c'est pas top, quoi. Ouais. Tu vois, parce que du coup, tu avais des defects quand même assez importants là-dessus. Grosse erreur sur le bottom module, le module du bas, qui est vraiment un taux d'échec incroyable, qui nous a coûté énormément d'argent parce que le téléphone était sous garantie. Même étant sous garantie, il y avait énormément de défects. Donc, matériellement parlant, on a changé du tout au tout entre le Fairphone 2 et le Fairphone 3. Sur le Fairphone 2, on n'avait aucune validation opérateur. J'ai pas eu le temps de t'en parler, mais au-delà de l'approval Google Android, quand tu fais un téléphone Android, qu'il te faut à chaque release software, il te faut aussi un approval des opérateurs, Orange, SFR, ce que tu veux. On n'avait pas ces approvals-là vraiment sur le Fairphone 2 parce qu'on n'avait pas de deal avec les opérateurs. Sur le Fairphone 3, à part Orange, sur le Fairphone 3, on a vraiment onboardé plein d'opérateurs parce qu'on s'est dit que si on n'était pas chez les opérateurs, c'est compliqué pour que les gens nous connaissent. Non pas que les gens achètent tout le temps chez les opérateurs, mais en tout cas, il fallait être NG, chez eux. Pour être NG chez eux, ça te demande de faire des tests techniques de malade. T'as des opérateurs de drop test, donc tu vois ton téléphone qui tombe et qui se casse pas, ça peut être 1 mètre. Chez des opérateurs, ça monte à 1,30 m. Donc pour nous, le Fairphone 3 qui a été rangé chez plein d'opérateurs, ça a été un gros boulot tech au niveau matériel pour avoir quelque chose de robuste, malgré qu'il soit modulaire. Donc je dis pas de challenge. Et sur le Fairphone 4, on s'est beaucoup amélioré sur le côté waterproof, résistance à la poussière, voilà, plein d'aspects sur lesquels il fallait qu'on devienne meilleur. Donc le Fairphone 4 est un très très bon téléphone au niveau matériel. La caméra aussi, beaucoup d'améliorations caméra. La caméra sur le Fairphone 2, bof. La caméra sur le Fairphone 3, so. Et la caméra sur le Fairphone 4, elle est cool. Évidemment qu'elle pourrait être encore meilleure. Je pense que sur les prochains produits qu'on sortira, les caméras, c'est un gros sujet. Moi, j'ai des potes autour de moi qui ont acheté un Fairphone, des numéros au-dessus du Fairphone 2. Hein. Je ne vais pas citer lequel, mais parce que je ne sais pas, je me souviens plus, mais qui ont renvoyé le téléphone parce que la caméra, c'était des iPhones, des gens fous d'iPhone, mais qui tripaient sur les Fairphones, sur le modèle éthique du Fairphone, mais la caméra était un point bloquant. Donc le Fairphone 4 est une très bonne caméra, mais c'est vrai que pour se comparer à Apple, c'est toujours compliqué, quoi. Par contre, on peut être aujourd'hui similaire à des bons Samsung. Donc c'est déjà pas mal, mais il faut qu'on s'améliore encore là-dessus. Donc voilà, niveau hardware, c'est sûr. Et niveau software, qu'est-ce qu'on a appris avec le Fairphone 2 ? On a énormément appris sur l'obsolescence logicielle. Hein. Tout ce que je t'ai décrit, là, tu vois, je t'ai parlé de toutes les merdes qu'on a sur le fingerprint sensor du Fairphone 3, donc on continue d'apprendre. Hein. Et sur le Fairphone 2, on avait des problèmes logiciels quand même assez forts, qui avaient des impacts aussi au niveau consommatrice. Mais on a fait un truc cool sur le Fairphone 2, on a fait Fairphone Open, je crois que ça fait partie de tes questions, mais on en parlera un peu plus longuement. Mais ça, c'était cool, quoi. C'est ce qu'on a beaucoup appris sur le Fairphone 2, ce qu'on avait moins sur le Fairphone 1, mais qui existait déjà. Toute la stack open source, comment open sourcer de l'Android correctement, quoi. Ça, on a beaucoup appris. C'était une de mes questions, en fait, le Fairphone OpenOS. Pourquoi vous l'aviez fait ? Pourquoi vous l'avez arrêté ? Qu'est-ce que vous avez appris, en fait, de cette expérimentation, de cette version d'Android ? Alors, pourquoi on l'a fait ? Parce que de toute façon, premièrement, ça correspond à notre éthique. Si tu peux pas l'ouvrir, tu le maîtrises pas. Ça, c'était la quote qu'on citait toujours d'un des fondateurs de Fairphone, qui citait toujours l'exemple de ce pourquoi il avait décidé de se lancer dans Fairphone, de lancer le projet Fairphone. Il citait tout le temps l'exemple de son fils qui avait une console cassée. Il pouvait pas l'ouvrir, cette putain de console, parce que tout était propriétaire et tout ça. Et la personne dit je voulais pas ça, en fait. Je voulais essayer de bosser sur un produit différent qui soit ouvert, que tu puisses réparer toi-même, que tu puisses changer l'écran si tu le casses toi-même, etc. À moindre coût. Et quelque part, tu peux l'appliquer au software, ce truc-là. If you can't open it, si tu peux pas l'ouvrir, you don't own it, tu le possèdes pas. Donc là, le fait d'ouvrir la stack software pour faire en sorte que les gens puissent s'approprier le software, éthiquement parlant, politiquement parlant, c'est pour nous essentiel. Ça l'est toujours. Même si mon père, il va pas builder le software Android lui-même, hein, voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui. Je cite tout le temps ma tante Ginette qui habite en Haute-Loire, qui a 83 ans. Je pense pas qu'elle fasse ça sans Fairphone non plus, mais peu importe, tu vois, éthiquement parlant, c'était important. Et après, l'intérêt qu'on a vu dans le fait de faire une version open source, tu avais aussi le côté privacy, donc moins de tracking, voilà. On reparlera de parce que évidemment ça a été Lineage, PostMarketOS, CalyxOS. Il y a d'autres communautés qui ont pu nous aider en fait par la suite. Et le fait d'avoir fait à un moment donné notre propre OS, ça nous a aussi permis de discuter avec ces communautés de manière un peu plus sérieuse.
Et le troisième aspect, c'est le côté longévité. C'est-à-dire que le fait de planter des graines, là, d'ouvrir ton code et d'avoir des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, la communauté LineageOS qui continue à maintenir le téléphone, même si toi tu le fais plus, comme le Fairphone 2, hein, on s'est arrêté Android 10, mais Android 11 est disponible sur LineageOS. Enfin, c'est très positif d'un point de vue longévité. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes, les communautés construisent leur propre OS, et après, tu peux avoir une solution décente pour les utilisateurs et utilisatrices qui veulent continuer à utiliser leur device, même quand toi tu drops le software. Et, chose aussi cool, tu peux aussi cherry-pick des parties de code que la communauté a faites dans ton stock Android. Ah, voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. Dans l'Android que tu fais toi, quoi. Et ça, on l'a fait, hein. Sur le Fairphone 2, c'est ce qu'on a fait. Tout à l'heure, tu disais que t'as des firmware, t'as des parties qui sont fournies par des fabricants qui sont pas libres. Mais si tu fais ta propre implémentation 100% open source d'Android, il faut bien que tu remplaces ça. Ouais, t'as plein de drivers open source. Si je parle des drivers plutôt graphiques et tout ça, évidemment que tu as des choses qui existent. Donc, on s'est beaucoup inspiré de LineageOS, enfin de ces fameuses versions open source d'Android. LineageOS est un fork d'Android. Enfin, c'est basé sur Android, pardon. Donc, pour nous, c'est à l'inverse de Ubuntu Touch ou PostmarketOS qui sont plus basés sur Android, où là, c'est un peu plus éloigné, on va dire. La stack technique. LineageOS est vraiment basé sur Android, donc pour nous, c'était quand même pratique, entre guillemets, de pouvoir s'inspirer de ce que il et elle ont fait. Il y a certaines parties qui seront pas solvables par la communauté open source. Donc, tout ce qui est pure closed source, notamment autour du modem ou des choses comme ça, il y a des choses qui sont pas solvables. Donc, typiquement, ce que font les communautés comme ça, ils récupèrent des binaries de ces bouts de code-là, des firmware qui tournent autour du modem, et ils touchent pas le truc. Mais ils sont pas trop emmerdés dans le temps, puisqu'ils ont pas de certif Android à passer, tu vois. Nous, en fait, à chaque release qu'on va shipper dans le field, faut que Google nous certifie notre Android, hein. Donc, t'as 500 000 tests à passer, voire même plus maintenant. C'est ce qu'on appelle la CTS. Donc, c'est un approval Google. Et parmi ces tests, tu as les tests de sécurité qui vont contrôler en fait si c'est sécurisé ou pas, ce que tu as fait. Et évidemment que tu as de plus en plus de tests qui vont regarder ce qui se passe sur les closed source components qui appartient au chipset. Donc pour nous, Qualcomm. Et grosso modo, s'il manque quelque chose, le test est rouge et tu n'as pas la certif, quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça, même si tu peux demander des process d'exception. LineageOS, ils n'ont pas ce truc-là. Ils vont pas faire certifier leur Android à Google. Tu vois, c'est un peu, c'est à l'antithèse de ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc, si tu veux, ils sont un peu plus libres de faire, et c'est pareil pour i. Ils sont un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent. Et nous, sur Fairphone OS, c'était la même chose. On n'avait pas ce truc-là. On n'avait pas on faisait les deux, hein. On faisait pas que du Fairphone OS à l'époque de Fairphone 2. On a tout le temps fait un stock Fairphone OS, donc un OS certifié par Google. Le fait d'avoir Fairphone Open à côté nous permettait quand même d'avoir un petit peu de liberté. Et les choses qu'on a reprises de la communauté LineageOS, en gros, tu avais forcément certains drivers, mais aussi le kernel, ce fameux kernel dont je parlais tout à l'heure. Il y a des choses qui sont faites au niveau de la communauté sur lesquelles on s'est quand même aussi appuyé, quoi. Et aussi des petits fixed issues, quoi. Il y a des choses des patchs qu'on a repris de LineageOS pour tout ce qui est fixed issues, des user-facing issues, quoi. Donc des issues qui étaient qui étaient un peu chiantes pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Bah ça, on les a chopés, ces patchs-là. Ça, c'est quand même la magie de l'open source, en fait, quoi. Il y a des éléments sur lesquels on a pu s'appuyer pour faire notamment les derniers upgrades dans le temps du Fairphone 2, le 9 et le 10, Android 9, Android 10. Et le Fairphone OpenOS, vous l'avez développé pendant combien de temps ? Jusqu'à la fin du Fairphone 2. Ah, d'accord. On n'en a jamais fait pour le Fairphone 3 ni le Fairphone 4. Donc la stack open source de Fairphone 2, on va dire, était dispo. Mais après, sur le Fairphone 3, on a décidé de faire une autre stratégie parce que le truc, c'est que donc on garde l'open source, le fait d'open sourcer en source tree, etc. Ça, on continue de le faire. On peut être un peu long sur les derniers produits d'ailleurs, mais en général, voilà, on essaie de publier autant qu'on peut. Mais par contre, en termes de disponibilité d'un vrai OS pour les utilisateurs et utilisatrices finaux, Fairphone Open était pas dingue non plus, en fait. T'avais pas beaucoup d'apps par défaut, t'avais pas, ce que fait par exemple, iOS. Ils ont un petit range d'apps par défaut qui permettent à la personne qui installe d'avoir tout de suite une app prête, etc. Ça peut servir à des gens qui sont un peu éloignés de la technique. Ça, on l'avait pas dans Fairphone Open. Donc, après réflexion, et puis ça demande du temps de faire son propre OS, tu vois. Donc, après réflexion, je t'ai dit, là, on avait 5 personnes. À l'époque, je devais même en avoir une de moins, tu vois. On a choisi plutôt de faciliter le travail des communautés open source, d'être au plus proche d'elles, on va dire,
pour qu'elles lancent leurs propres OS et qu'il y ait des vraies alternatives dispo pour les personnes qui souhaitent switcher d'un stock Android à un Android alternatif. On va même mettre une option sur notre site web, notre web shop en ligne, là, où tu vas pouvoir choisir entre iOS et Android, et le stock Android. Donc tu pourras même acheter un Fairphone 4 avec iOS directement flashé dessus. Tu peux déjà le faire chez eux, hein, si tu vas sur leur web shop Murena, tu peux déjà acheter un Fairphone 4 pré-flashé. Mais toujours pour aller dans le sens de faciliter l'adhésion des utilisateurs et utilisatrices finaux à ce genre d'alternative OS qui peut, au premier abord, rebuter certaines personnes, quoi, parce que ça paraît difficile. Le flashage est toujours un truc compliqué pour des gens. Hein. C'est toujours compliqué, en fait, de se dire, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Faut que je unlock mon bootloader. Après, il faut que j'installe ça. Oh mon Dieu, ça y est, je suis perdu. Donc, mais ce que je peux comprendre, je blâme personne là-dessus. Donc, d'avoir quelque chose de prêt, un téléphone pré-flashé, ça peut enlever des barrières pour plein de gens pour passer le pas d'utiliser ces OS-là. Et alors, si on revient sur iOS, donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est donc iOS, c'est une version d'Android qui a été créée par Gaël Duval, donc qui est un Français qui est connu pour avoir fait il y a bien longtemps Mandrakesoft, donc une des premières distributions Linux assez user-friendly. Comment se fait un peu, j'allais dire, votre rencontre et comment vous commencez à travailler avec eux sur cet OS qui est donc focalisé plutôt sur le respect de la vie privée? Gaël, je l'ai rencontré à une conférence en Belgique en 2019-2020, je sais plus. Il avait déjà essayé de rentrer en contact avec des gens de Fairphone, enfin bon bref. Et du coup, on s'est dit, essayons de faire un partenariat un peu plus fort pour avoir cette alternative-là. Vu que eux sont basés sur Lineage Wedge, quelque part, ça faisait sens aussi de pouvoir aller un peu plus loin dans cette optique-là. Et après, on a juste continué le partenariat. Donc, on a commencé en 2020, on est en 2023. Là, on vient de lancer Fairphone 4 aux US avec i. Voilà, on continue ça. Après, moi, personnellement, j'aimerais bien essayer aussi de bosser tout ce qui est Linux-based OS. Donc, pour sortir un peu de la stack Android, tu vois. J'aime beaucoup un OS qui s'appelle Post-Market OS, qui est Linux-based, mais qui est pas feature complète. Tu flashes Post-Market OS sur ton Fairphone, la caméra marche pas, enfin, tu vois. Il y a des choses à faire. Mais, pour l'avenir, je crois aussi beaucoup au Linux-based OS. On est en lien aussi avec Ubuntu Touch, qui est revenu à la vie grâce à UbiPort, une fondation allemande. Donc, on est aussi en rapport avec eux, tu vois, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la stack pure Linux. C'est quoi les premiers retours sur Fairphone plus i? Chez Common, t'as reçu Florent il y a pas longtemps, chez Common, c'est 25% de leur leasing. Sur tous les téléphones qu'ils louent, t'as 25% de gens qui choisissent iOS. Et nous, à l'heure actuelle, Murena, ça c'est le nom de leur marque derrière, Murena est un partenaire qui nous achète des téléphones au final et qui flash le truc, leur OS. À l'heure actuelle, c'est pas encore sur notre webshop, donc à l'heure actuelle, ils achètent des Fairphone 4, ils flashent les Fairphone 4 et les mettent en vente sur leur site web. Et donc, ils nous achètent des téléphones. Contractuellement, ils achètent des téléphones tous les mois, quoi. Et en termes de sell-in, sell-out, c'est notre partenaire numéro 5 en Europe. Donc, je sais pas si tu vois, le 5e partenaire européen qu'on a. Donc, c'est énorme. Ils ont vendu à peu près le même nombre de téléphones qu'Orange nous a acheté l'année dernière. J'aurais pas pensé, Pour donner une comparaison. Donc, Orange, 500 magasins en France. D'accord? Qui font aussi certainement peut-être des efforts pour mettre en avant Fairphone, mais noyé au milieu de plein d'autres devices, quoi, tu vois. Je peux pas te dire par cœur le nombre de téléphones, mais je retiens cette comparaison-là. Il a vendu autant en Europe, on vend qu'en Europe, et donc on verra pour les US. On vient de lancer aux US le 5 juillet, donc c'est un peu trop récent pour te dire où on en est. En gros, Murena a vendu autant de Fairphone 3 et de Fairphone 4 en 2022 que Orange. C'est effectivement assez impressionnant. Ah, c'est fou, hein. Pour utiliser depuis plus de 6 mois, moi mon retour c'est que t'as un petit peu le meilleur des deux mondes. T'as pas toute la stack Android, enfin toute la stack Google. Et donc en fait, je l'utilise par exemple sur un vieux téléphone de 2015 qui est revenu à la vie grâce à ça, donc c'est quand même plutôt cool. Et à la fois sur mon téléphone de tous les jours, en utilisant MicroG et les magasins d'applications, tu peux avoir toutes les applications de l'Android Store, plus de F-Droid. Enfin, t'as tout en fait, et c'est vraiment utilisable tous les jours, quoi. C'est ça que je trouve vraiment très chouette. Bien sûr, pour le côté facilité d'utilisation, c'est quand même chouette. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Il y a il y a 2 sujets que je voulais aborder. Le premier, c'est une petite phrase que m'a dit Florent Quéré quand on a parlé un peu du modèle économique de Common et que je voulais te poser.
il nous disait, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'inciter des acteurs comme Fairphone à travailler sur le sujet de la location. Et donc, pour ça, on leur reverse régulièrement de l'argent pour l'utilisation des téléphones. En fait, finalement, plus il y a de téléphones chez eux qui sont en circulation, et finalement, plus c'est intéressant pour vous sur le long terme, finalement. Oui, c'est sûr. Après, je connais pas l'agrément en détail. Moi, chez Fairphone, je m'occupe pas de la partie commerciale. C'est mon collègue commercial qui gère ça avec Common. Donc, sûrement, si Florent le dit, ça doit être sûrement vrai. Mais tu vois, je n'étais même pas au courant. Mais au-delà de l'aspect financier, ce que je trouve chouette dans ce qu'on fait avec Common, c'est le lobbying en fait européen autour de parce que pour moi ils sont au top. C'est-à-dire que pour moi que des gens comme Common, c'est des gens qui sont les défricheurs de l'électronique responsable, qui sont très radicaux dans le bon sens du terme, quoi, tu vois, et qui vont pousser les utilisateurs à vraiment changer de comportement, tu vois. Fairphone aussi, évidemment, puisqu'on veut essayer de faire en sorte que les gens comprennent comment les téléphones sont fabriqués, à quel point c'est problématique et pourquoi c'est important qu'ils gardent leur téléphone et pas qu'ils en achètent un chaque année, ça c'est sûr. Donc on est dans la même logique, mais eux sont encore, expérimentent des choses encore plus compliquées et que je trouve encore plus intéressantes pour l'économie circulaire. Donc il y a le leasing, quoi. Qui est pour moi la solution ultime, celle qui fait le plus sens du point de vue de l'économie circulaire, puisque c'est eux qui prennent la problématique de la réparation, de la fin de vie, de tout ça, quoi, tu vois, qui facilite vraiment le fait que la personne peut garder son téléphone longtemps. Donc ça, c'est vraiment cool ce qu'ils font et c'est ça qui m'intéresse de bosser avec des gens comme Common. On a exactement le même but. C'est pour ça qu'on a monté Fairtech, ce collectif autour de on peut en parler, C'était ma question suivante. Transition parfaite. Donc Fairtech, c'est un collectif qu'on a monté avec Common, mais aussi avec des MVNO, des opérateurs alternatifs comme Télécoop en France, Coop Mobile au UK, Witel en Allemagne, etc. Et Murena, donc l'OS dont je viens de te parler. Et en fait, Fairtech, l'objectif, c'était de sensibiliser des gens à un numérique plus responsable, des solutions mobiles plus responsables, et que quelque part, l'offre parfaite de ce point de vue-là, ce serait d'avoir un hardware responsable comme un Fairphone, avec un OS alternatif comme potentiellement que tu loues via Common, et avec une carte SIM d'un opérateur comme Télécoop qui ne pousse pas la consommation de data. Voilà. L'objectif de ce collectif-là, c'était de montrer, d'apporter de la sensibilisation auprès du grand public sur les impacts écologiques, sociaux et vie privée du numérique. Donc on sensibilise et on montre qu'il y a des solutions. On montre que, à travers ce qu'on fait nous, potentiellement aussi ce que font d'autres, qu'il y a des solutions possibles. Quand on intervient dans des conférences avec des gens comme Adrien, par exemple, de Common, évidemment qu'on s'arrête pas de parler que de nos solutions à nous. Moi, je parle souvent d'autres solutions, les laptops framework, voilà, tout ce qui va dans le sens de la durabilité des solutions, des produits techniques, quoi, électroniques responsables. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir bosser avec des gens comme ça, quoi. Donc ce partenariat, il a que vocation à durer. Avec Adrien Montagu, l'autre cofondateur de Common, on a été aussi très impliqués dans la définition du futur index de durabilité au niveau français. Donc voilà, tout ce lobbying-là, il est essentiel. Et c'est grâce à des partenaires comme ça qu'on peut y arriver, quoi. Toi, dans ton titre, il y a la notion de longévité, mais logicielle. Et je voulais savoir si tu avais des collègues qui avaient le même titre, mais pour la longévité matérielle. Ils n'ont pas ce titre-là, mais ils ont cet angle-là. Un truc qu'on veut faire chez Fairphone, c'est de toute façon avoir plus de gens sur la longévité en général, parce qu'il y a la partie matérielle, bon, logiciel, on va dire que c'est couvert, mais il y a la partie matérielle, il y a la partie aussi, quelque part, support. Voilà, comment tu fais pour accompagner, faire en sorte que la personne, si elle garde son téléphone 7-8 ans, elle ait tout ce qui va autour en termes de services, qu'elle puisse être accompagnée sur optimiser l'utilisation de son téléphone pour faire en sorte de bien utiliser sa batterie. Donc on veut optimiser tout ça, quoi. Il y a des zones qui n'étaient pas encore beaucoup couvertes chez Fairphone et qu'on va couvrir de plus en plus. On a aussi sorti notre offre de location aux Pays-Bas, Fairphone Easy. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement des utilisateurs sur le fait de garder leur téléphone. Tout ça, c'est des choses que petit à petit, on couvre un peu plus. Et il y a des gens qui s'occupent de ça. Ils n'ont pas le titre longévité dans leur rôle, mais par contre, c'est au sein de leur responsabilité, quoi. C'est la première fois, alors je connais pas tous les postes de tout le monde, mais c'est la première fois que je voyais un titre dans l'informatique avec écrit longévité dans le titre de la personne, en fait. Bon, je t'avoue que c'est moi qui l'ai poussé. Quand j'ai vu ce que je faisais chez Fairphone, etc., je voulais pas être head of software, etc., j'ai dit, il faut qu'on mette ça. Évidemment que c'était pas un problème chez Fairphone, mais stratégiquement parlant, je pense que c'était essentiel de le mettre, en fait. Parce que
Ça éveille plein de curiosité, hein, d'ailleurs. Il y a à chaque fois, j'ai la question, quand je suis interviewée par des journalistes, à chaque fois, j'ai la question, mais ça veut dire quoi? Mais au début, je voulais plutôt le tourner sur lutte contre l'obsolescence, et en fait, c'est un peu négatif, quoi. Enfin, tu vois, c'est, donc, le tourner sur la longévité, je trouvais ça plus chouette. On arrive à la fin de l'entretien. Je voudrais te donner une tribune libre. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer pour celles et ceux qui soit veulent travailler sur ces sujets-là, soit qui vont utiliser les téléphones? Ok, merci. C'est la question piège. Ouais, c'est la question piège. Ouais, alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, tu vois, si je sors un peu du spectre Fairphone, quelque part, nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, quand je parle dans certaines conférences autour de ça, j'essaye de dire que il faut arriver à sensibiliser les gens à adopter des modes de consommation plus responsables. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire plus d'éthique et plus d'aspects responsables dans la sphère numérique? Bah, pour moi, ça passe par plusieurs angles. Donc, c'est le début de ma tribune libre. Le premier angle, c'est arriver à plus de sobriété, donc faire en sorte de se discipliner soi-même sur le fait de pas acheter des produits électroniques. Et je parle pas que des smartphones, hein, mais tout l'engouement sur l'IoT, etc. Bah, ok, tu vois les trucs même sur l'agriculture connectée, tu vois des trucs comme ça, genre c'est génial, j'ai une serre chez moi, sur mon balcon, c'est tout connecté, je vois en temps réel. Si je manque de nutriments, etc. Enfin, ouais, en fait, tu peux aussi juste avoir une serre, quoi, sans mettre de l'électronique dedans ou des capteurs ou whatever. Donc, pour moi, la sobriété des usages, elle passe par une prise de conscience, en fait, de ce que ça peut coûter. Et du coup, elle passe par le fait de se raisonner, en fait, sur nos propres délires, en fait, qu'on peut avoir, nous, en fait, et surtout les gens de la tech, quoi. Les geeks, quoi, qui aiment bien geeker de partout et avoir une serre connectée, c'est trop bien. Enfin, ouais, en même temps, c'est trop bien. Ça montre un modèle qui pose des questions, on va dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, sobriété. Pour moi, sobriété d'usage, sobriété de consommation, acheter moins, acheter mieux, c'est important. Après, il y a un deuxième angle qui me paraît important, c'est tout ce qui est réparabilité et maintenance. Donc, si jamais on veut être plus sobre, donc il faut faire durer ses appareils. Donc évidemment qu'il faut faire attention à ce qu'on achète, mais une fois qu'on a acheté, bah il faut s'y mettre, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, ça fait jamais rêver de réparer un truc au départ, peut-être, ou ça fait rêver certaines ou certains, ça c'est cool, mais il y en a plein, ça les fait flipper un peu, voilà. Ou si vous avez l'impression, dans les auditeurs, auditrices que t'as, d'être plutôt bon en tech, bah essayez de promouvoir ça auprès de votre cercle d'amis, familial. Il y a toujours la blague de dimanche, je vais manger chez ta tante Ginette, elle me demande encore de réparer son ordi, ça fait chier. Bah ouais, mais en même temps, c'est cool de réparer l'ordi le dimanche après-midi. Il y a un rôle social là-dedans, et après, votre tante Ginette, vous pouvez lui dire d'aller peut-être au Repair Café du coin, essayer de promouvoir ces approches-là d'entraide qui existent en fait, hein, quelque part auprès du grand public. C'est encore à développer, mais voilà, si vous avez l'impression, auditeur, auditrice, d'avoir des connaissances dans ce domaine-là, bah allez les donner à d'autres, voilà. Et au-delà de ta tante Ginette, bah peut-être les donner dans des repair centers du coin, ou s'ils n'existent pas, bah de les monter, quoi. Parce que moi, je pense qu'il faut rentrer dans l'ère de la maintenance. C'est ce deuxième angle, réparabilité maintenance. Je pense que ça pousse aussi nous, techniciens, techniciennes, à rentrer dans cette ère-là, à prendre plaisir à faire ça et à voir comment on peut aider des gens moins techniques à réparer, maintenir leurs appareils. Et aussi, moi, quand j'étais en école d'ingé et tout ça, ou quand je suis sortie d'école d'ingé, il y avait toujours ce truc-là de machin, je vais faire des trucs high-tech, des nouveautés technologiques, je vais à une conf là, j'ai un nouveau framework qui sort, c'est trop bien. Et si le trop bien, c'était de bosser sur de la maintenance applicative. Mon deuxième job, c'était dans ce qu'on appelait à l'époque une SS2I, aujourd'hui une ESN. Et en fait, la punition, c'était de faire de la maintenance applicative, quoi. C'est genre, putain, j'ai chopé le plan de merde, je vais me faire une mission de 3 mois à Dijon, de maintenance applicative. Bon, Dijon, ok, pourquoi pas, j'en sais rien, je connais pas Dijon, je vais pas juger la ville, mais loin de chez toi, ça peut faire chier. Mais faire de la maintenance applicative, c'était le clou du truc, quoi. C'est genre vraiment la merde. Bah ouais, mais en même temps, on pourrait essayer de renverser la tendance, quoi, et de montrer que ça peut être cool de faire de la maintenance applicative. Si tant est que le but, c'est de faire durer le produit qui est derrière le soft sur lequel tu vas faire cette maintenance-là. Donc, faut qu'on rentre dans cette ère de la maintenance. Pourquoi ce qui ferait toujours le plus rêver, ce serait d'aller vers des nouvelles technos. Voilà. Et enfin, le troisième angle, pour plus d'éthique dans la tech et tout ça, c'est le techno-discernement. Donc, tu vois l'exemple de la serre connectée, ça rejoint un peu la sobriété, hein, mais quand je te disais, tu peux avoir des potes qui s'éclatent sur leur serre connectée, sur leur balcon et tout ça. Mais plus généralement parlant, je pense quand on a une position de technicien et technicienne, dans ce qui est a priori le public que tu as aujourd'hui sur ton podcast,
Il faut que nous, on fasse preuve de technodiscernement. On n'est pas en train de vous dire je suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter la tech, mais que le technosolutionnisme, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Il y a des problèmes sociétaux, écologiques qui vont pas être résolus par la tech. Et je pense qu'en tant que technicien et technicienne, il faut s'approprier cet angle-là et défendre cette approche-là. Il faut se retirer du jeu quand on n'a pas de rôle à jouer. Le fait de dire que on s'en fout, on prend des voitures électriques et du coup ça va résoudre tous les problèmes environnementaux parce que il y a pas d'émissions carbone, c'est des conneries. Les voitures électriques, même si je connais des gens qui en ont autour de moi. Le coût de production des voitures électriques, si tu prends une grosse voiture électrique, c'est problématique. Le coût des batteries est problématique. Le coût environnemental des batteries est évidemment sociétal. Donc, je suis pas en train de dire, faut plus de voiture, mais bon, pourquoi pas. Mais si jamais je te prends un exemple un peu moins litigieux ou plus compliqué à expliquer que les voitures électriques, je vais te parler d'éducation nationale. Il y a 1 an de ça, on m'a demandé de faire une keynote pour l'éducation nationale autour de la tech éthique et tout ça. Et face qu'à des gens qui étaient, alors je sais pas le terme dans l'éducation nationale, là, mais on va dire des formateurs au numérique, des représentants du numérique dans les académies, enfin bref. Et donc des gens plutôt technophiles, d'accord ? Et c'était une conf assez intéressante, c'était monté par un des cofondateurs de Framasoft. Donc l'angle, c'était comment utiliser le libre dans l'éducation nationale. Donc top, moi je signe, évidemment que j'y vais, je fais ma keynote, tout ça, trop bien. Mais quelque part, si tu prends un peu de recul et que tu vois pas que l'angle du libre quand t'es libriste et tout ça, quelque part, en tant que technicien, technicienne, libriste, que tu veux, l'idée ce serait peut-être aussi de dire que il faut peut-être repenser la tech dans l'éducation, quoi. Je me répète un peu, je le dis souvent dans les confs, mais le fait de mettre des tablettes à outrance dans toutes les écoles, des tablettes on parle pas justement de la maintenance de ces putains de tablettes. Elles restent parfois dans des placards parce que les profs ils sont pas formés. Et du coup, c'est des coûts énormes. Une tablette, ça coûte cher, quoi. T'en mets 25 dans une école de 200 élèves, c'est un budget quand même si ça semble pas beaucoup. C'est quand même un budget. Le coût environnemental, le coût budgétaire de ces tablettes est quand même réel. Et si à la place de faire tout ça, tu mettais plus de profs et que tu les payais mieux, quoi. Enfin, tu vois, je caricature un peu, mais je veux dire, c'est une vraie question en fait. Et que nous, en tant que techniciens, techniciennes, on nous sollicite beaucoup là-dessus. C'est quoi ton avis là-dessus, machin. À des moments, en fait, il faut pas qu'on ait peur de dire que c'est bien que sur ces problèmes-là, peut-être que ce sera pas à nous de les résoudre, quoi. Tu vois, ce sera pas à nous de résoudre des problèmes sociétaux, certains problèmes sociétaux. C'est pas en mettant des tablettes et des trucs ultra connectés dans les hôpitaux qu'on va résoudre le problème des hôpitaux. Le problème des hôpitaux est lié à un manque de personnel. Voilà, ça c'est problématique. Donc pour moi c'est politique. La tech est politique. Il faut, si elle l'est pas encore, il faut la politiser un peu mieux. Un peu plus de technodiscernement ferait du bien. Beau mot de la fin, Walid, ça te va? Ouais, beau mot de la fin. Je dirais que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Agnès, d'avoir pris du temps pour parler avec moi de ces sujets. C'est passionnant, surtout pour quelqu'un comme moi qui aime bien Fairphone et qui suit un peu ce que vous faites. J'avais plein de questions que je voulais vraiment poser et j'ai eu des réponses assez intéressantes. Je pense à la part de marché de I, par exemple. Alors là, pas que je tombe des nues, mais je pense que c'était un truc de geek. Donc, merci beaucoup du temps que tu as pris et des réponses que t'as apportées. Pour les auditrices et les auditeurs de Projet Libre, n'hésitez pas, bien entendu, à en parler autour de vous, à faire tourner cet épisode. Je pense encore plus cet épisode et la fin qui me semble tout à fait à méditer. Parlez-en autour de vous, laissez-nous des commentaires. Puis à bientôt pour d'autres épisodes passionnants, encore très différents. Voilà. Donc merci beaucoup, Agnès. Écoute, au plaisir de te rencontrer en vrai. Bientôt sur un événement ou quelque part. Ouais, je serai au Capitole du Libre. Voilà. Vu qu'on parle des libristes là, mi-novembre, un truc comme ça, je vais faire 1 ou 2 talks là-bas. Et voilà, peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.